Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette conférence en ligne intitulée La monotraite, une solution comme les autres. Je suis Christian Veillot, je suis responsable de l'équipe Herbivore Est au sein des chambres d'agriculture de Bretagne et je serai le modérateur de la conférence en ligne aujourd'hui. Cette conférence est organisée par le service élevage des chambres d'agriculture de Bretagne avec le soutien financier du programme régional de développement agricole et rural de Bretagne. Vous êtes plus de 176 inscrits. Dans la dernière enquête CNIEL de mars dernier, l'indicateur de charge de travail vu par les éleveurs était perçu peu satisfaisante et particulièrement en Bretagne. Traire, matin et soir est la principale astreinte en production laitière. Quel éleveur n'a jamais songé à sauter une traite? Certains franchissent le pas et passent en monotraite pour gagner en souplesse dans l'organisation du travail. De plus en plus d'éleveurs, d'éleveuses se posent la question de la faisabilité technique et économique. C'est pourquoi les chambres d'agriculture de Bretagne vous proposent de faire le point sur cette pratique simple, réversible et avec un témoignage d'éleveurs que je tiens particulièrement à remercier. La première intervention sera d'Isabelle Paillet qui présentera les différentes modalités de mise en œuvre d'une monotraite en illustrant avec des résultats zootechniques issus des différents travaux de recherche. Elle sera suivie d'une deuxième intervention d'Élodie Framboise qui présentera les résultats de l'essai qui a été conduit sur la station expérimentale de Trévarez des chambres d'agriculture de Bretagne. Elle nous relatera les impacts zootechniques et économiques. Et ensuite, nous aurons un témoignage sous forme de vidéo, mais je vous rassure, Monsieur Olivier Corbel sera bien présent avec nous pour répondre à l'ensemble de vos questions. Viendront ensuite une phase, donc une séance questions-réponses pendant quelques minutes. Et je vous rappelle le lien en bas avec ce numéro de téléphone qui s'affiche que vous pouvez utiliser pour poser une question via un SMS. Nous aurons une troisième intervention avec Guylaine Trou sur les conditions de la réussite de la monotraite sur les exploitations, qui sera suivie d'une présentation et d'un éclairage sur une autre technique qui vise sur la flexibilité des horaires de traite. Et ensuite, nous aurons une deuxième série de questions-réponses avant de conclure notre conférence. Sans plus attendre, je vais donner donc la parole à Isabelle Paillet, conseillère lait en agriculture biologique au sein de l'équipe Herbivore. Elle est basée dans le Finistère, à Morlaix. Elle suit des éleveurs qui ont mis en œuvre cette technique et accompagne plus largement des groupes d'éleveurs biologiques. Isabelle, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc nous allons voir ensemble les différentes possibilités de monotraite qui peuvent se présenter à vous. Donc la monotraite était un sujet de recherche qui était très à la mode dans les années 2000. Depuis, cette pratique connaît actuellement un regain d'intérêt en France, même si elle est bien moins présente que dans d'autres pays. Donc un petit camembert pour illustrer une enquête qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande sur 500 exploitations laitières. Vous voyez que ceux qui traient 2 fois par jour, la part bleue du camembert, sont minoritaires. Pour certains, il y a de la monotraite une partie de la saison en jaune, toute la saison en gris, ou alors ils alternent un rythme de 3 traites en 2 jours en rouge. En Irlande également, la technique de monotraite est relativement développée, en particulier pour les éleveurs qui font des vélages groupés de printemps. Et ils font de la monotraite sur 1 à 3 mois en début de période. Donc on va voir pour nous différentes façons d'opérer en France avec la suppression d'une traite par semaine pour commencer. Bon, l'inscription de passer à la diapo. On va vous présenter un essai qui a eu lieu à l'Institut de l'élevage avec la suppression de la traite du dimanche soir. Ça permet d'avoir au moins une vie sociale pendant cette soirée-là. On peut aussi prévoir de le faire un autre jour de la semaine, bien sûr, soit pour pratiquer une activité sportive, soit pour accompagner ses enfants. Cette suppression de la traite du dimanche, ou en tout cas une journée, se traduit par une baisse de lait le jour donné, puis
un rebond le lendemain avec une augmentation assez sensible du TB. Et au niveau des cellules, une élévation sur les deux jours qui suivent, puis un retour progressif à la normale. Donc, à l'échelle de l'année, c'est environ 5% de lait en moins et une petite élévation des taux. Et c'est sans effet sur la composition fine du lait. Donc, c'est vraiment des conséquences relativement minimes au niveau économique. Ensuite, il y a d'autres façons de faire de la monotraite. Je viens passer la diapo, Christian. Ça peut être d'arrêter de traire une semaine ou un petit peu plus parce qu'on a besoin de souffler, parce qu'on veut éventuellement profiter de bons moments et qu'on n'a pas de remplacement. Je pense en particulier à des présences bénévoles sur des festivals ou un moment privilégié comme une naissance où on veut rester avec la maman un peu plus longtemps à la maternité. Donc des essais ont été faits également là-dessus. Donc là, c'est un essai à l'INRA du Mont d'Or qui vous est présenté en 2003, avec pendant la durée de la monotraite une baisse de lait de 25% et une augmentation du TB de 5 points. Par contre, aucun effet sur le TB et une petite augmentation des cellules. En revenant à la situation classique de 2 traites par jour, il n'y a pas d'effet significatif sur la suite de la lactation. Donc cette option-là est vraiment très envisageable et a très peu de conséquences économiques sur l'exploitation. La diapo d'après va nous présenter un autre essai, cette fois en Nouvelle-Zélande, où la monotraite est utilisée pour diminuer la pointe de travail en début de lactation quand toutes les vaches vèlent de manière très groupée. Donc en Nouvelle-Zélande, ils ont constaté une baisse de 20% de la production de matière utile pendant la période de la monotraite. Celle-ci, elle se fait au moment du pic de lactation, et donc il y a un petit effet rémanent sur le reste de la lactation avec 8% de matière utile produit en moins dans les élevages dans la situation de monotraite. On a d'autres essais, cette fois-ci en France, qui sont en milieu de lactation, en général quand les vaches sont au pâturage. Donc là, c'est vraiment soit l'occasion de se libérer du temps pour les travaux de culture, ça peut aussi être l'occasion de limiter les besoins en fourrage en cas de sec estival, ou au contraire d'avoir aussi du temps perso. Donc dans l'essai qui est présenté ici à l'INRA, on a une baisse de lait qui est de 21% en moyenne, un peu plus marquée pour les vaches Primolstein que pour les vaches Montbéliarde. Et on a une élévation des taux de 3 points pour le TB, 2,5 points pour le TP et une petite augmentation des cellules. Donc il y a plusieurs essais dans d'autres stations expérimentales qui ont eu lieu, soit en race normande, soit un petit peu dans d'autres situations, et on avait le même type de réponse. Pour finir avec les essais de station, on peut vous présenter un autre essai qui a eu lieu au Trinotière en 2003 avec des vaches Primolstein assez productives. Cette fois-ci, c'était sur la phase en deuxième partie de lactation, quand les vaches étaient au pâturage. Et il y a eu un effet de baisse de lait de 20% pendant la période de monotraite par rapport aux témoins. Un petit effet rémanent de 3% de lait 4 semaines après et une élévation des taux. Donc là, c'est fait sur des vaches qui étaient plus productives. Donc on peut considérer que l'impact à l'échelle d'une année d'une monotraite sur ici 3 mois a un effet assez modéré, avec 5% de vaches présentant plus dans le troupeau,
on produit le même volume de lait. Donc voilà un peu pour ce compte rendu, et je vais Merci Isabelle. On va passer maintenant à la deuxième présentation. Donc cette présentation sur les résultats de l'essai à Trévarez sera faite par Élodie Tranvoise, chargée d'études basée à la station et en responsabilité des suivis des essais. Donc elle va nous présenter les enseignements de cette comparaison monotraite, deux traites. Je te laisse la parole, Elle. Merci beaucoup Christian, bonjour à tous. Diapositive suivante, Christian s'il te plaît. Oui, ça arrive. Merci. Donc le schéma expérimental qui a été mis en place à la station de Trévarez dans le cadre de l'essai monotraite, on était sur un système 50 arts par vache au pâturage en vélage groupé. Et donc la partie du protocole qui nous intéresse aujourd'hui, c'était donc on était sur des vélages groupés en fin d'hiver, donc de février à mai. Et donc on avait un lot de 27 vaches traites 2 fois par jour et un lot de 27 vaches traites 1 fois par jour avec 40% de primipare. Diapositive, s'il te plaît. Donc en termes d'alimentation, le premier point, c'est d'avoir une alimentation économe. La priorité était donnée à l'herbe pâturée, puisqu'on avait 6 mois de pâturage seul et 10 mois de sortie au pâturage. Donc là, je restais à l'étape nuit et jour seulement les 2 mois d'hiver. Il y avait du maïs en silage distribué pour les vaches en lactation en période hivernale et très peu de concentré. Si on regarde le tableau en dessous de la diapositive, donc en termes de fourrage ingéré, on avait un tout petit peu moins d'ingestion dans le lot monotraite, puisqu'on était à 2 tonnes 1 dans le lot monotraite contre 2 tonnes 3 dans le lot de traite. Et la quantité de concentré est également un peu moindre, puisqu'on était à 330 kg contre 390 kg. Diapositive suivante. En termes de performance zootechnique, les résultats ont montré une perte de 24% de lait entre le lot monotraite et le lot de traite. En parallèle, par contre, on a une augmentation des taux puisque le TB passe de 39 grammes par kilogramme à 41 grammes par kilogramme et le TP passe d'un petit 32 grammes par kilogramme à 34 grammes par kilogramme. Donc, la conclusion en termes de performance des techniques, c'est moins de lait, mais plus de taux. Diapositive, merci. En termes d'évolution des poids et des notes d'état, donc en monotraite, le fait de moins solliciter les animaux sur la production de lait, on a des vaches qui maigrissent moins, puisque quand on regarde les dynamiques de perte d'état corporel entre le lot de traite et le lot monotraite, on voit que la perte d'état est légèrement plus faible en monotraite qu'en lot de traite, puisqu'on a de moins 0,7 points de note d'état corporel contre moins 0,9 points de note d'état corporel. Par contre, dans la même lignée, c'est que la valorisation des vaches de réforme est plus intéressante dans le lot monotraite que dans le lot de traite, puisque les carcasses des animaux sont plus lourdes. On passe d'un poids de 293 kg à 306 kg. Et surtout, les classements également sont plus intéressants puisque l'on est sur des vaches classées P+, ou au moins dans le lot monotraite. Et donc, par derrière, le prix de la réforme s'en ressent. En termes de performance de reproduction, donc on a une amélioration des performances de reproduction dans le lot monotraite et on réduit l'intervalle vélage IA fécondante de 11 jours. En termes de santé, globalement, on a moins de problèmes de santé. Mais par contre, le point de vigilance est sur les mammites, puisque le fait de passer en monotraite, on a une augmentation des comptages cellulaires. Et donc, si on part d'un troupeau qui n'est pas sain en termes de santé de la mamelle, il y a une augmentation importante des mammites. Donc ça, c'est un point de vigilance qui est ressorti de l'essai. Et par contre, en termes de bien-être animal, donc il y a eu des observations qui ont été menées sur le comportement des vaches. Le bien-être animal est bien préservé en monotraite par rapport à la deux traite.
Si on regarde en termes de travail et d'astreinte, donc on voit que le passage en monotraite permet de diminuer de 17% le travail d'astreinte, ce qui correspond à peu près à 1 heure pour 1000 litres de lait à l'échelle de l'année, puisque si vous regardez dans les deux camemberts, donc le poids de la traite passe de 68% du travail d'astreinte quand on est en 2 traites à 57% quand on est en monotraite. Il y a plus de souplesse à la fois dans l'organisation professionnelle et personnelle avec la monotraite. En termes de performance économique, donc si l'on se place sur une exploitation livrant 420 000 litres de lait, le fait de passer en monotraite nécessite par contre 20 vaches en plus, 23 vaches exactement en plus, et 17 hectares de SFP en plus. Par contre, en parallèle, le fait d'avoir plus de taux permet d'avoir une meilleure valorisation du prix de vente du lait, puisque l'on passe de 330 € par millilitre à 351,7 € par millilitre. Donc une augmentation de pas tout à fait 22 € par millilitre. Comme je vous le disais précédemment, le fait d'avoir des vaches de réforme plus lourdes et mieux valorisées en termes de classement, on augmente le prix de la réforme avec la monotraite. Ainsi, en raisonnant à livraison constante, le fait de passer en monotraite, on augmente le produit lait d'environ 9 000 € et le produit viande de 7 500 €. Ce qui fait qu'à l'échelle de l'atelier, on a une augmentation d'un petit 17 000 € du produit atelier lait. Mais attention, il ne faut pas oublier que cette augmentation d'atelier lait se traduit par 23 vaches en plus et 6 génisses gardées en plus par an. Diapositive. En termes de quantité de concentré, donc le fait d'avoir un lot en monotraite, on diminue un petit peu les quantités de concentré, mais par contre, les vaches produisant moins de lait, on augmente le coût alimentaire. Donc on a une augmentation de 7 € par millilitre du coût alimentaire, qui fait que les charges d'alimentation vont augmenter. Les autres charges augmentent également, principalement liées aux effectifs d'animaux en plus, donc des frais de reproduction, des frais divers d'élevage augmentés liés à l'augmentation des effectifs. Ce qui fait qu'à l'échelle de charges de l'atelier, on a une augmentation de 8 500 € des charges de l'atelier lait. Ce qui fait qu'avec les 16 000 € d'augmentation de produits lait et les 8 000 € d'augmentation des charges opérationnelles de l'atelier lait, la marge brute de l'atelier lait en monotraite augmente de 8 000 €. La marge brute de l'exploitation, elle, n'augmente que de 1 500 € liée aux surfaces en céréales que l'on doit enlever en monotraite pour pouvoir convertir en SFP. Par contre, ça, c'était la présentation d'une simulation économique que l'on raisonne à litrage constant. Si on raisonne à nombre de vaches constantes, par contre, la marge brute d'exploitation se dégrade de 38 000 € liée aux 24% de perte de lait lors du passage en monotraite. Par contre, le passage en monotraite ne doit pas s'accompagner d'une augmentation des charges de structure pour loger les vaches supplémentaires. Une diapositive. Merci. Voilà, merci à tous. Merci Élodie Framboise. Nous allons maintenant passer à nos témoins, Olivier et Brigitte Corbel, avec une vidéo qui va présenter leur exploitation et comment ils ont mis en œuvre la monotraite. Je tiens à les remercier très chaleureusement d'avoir répondu d'une part positivement à la sollicitation d'Isabelle Paillet pour participer à ce webinaire, mais aussi d'avoir pris le temps d'accueillir nos équipes communication. Je me suis installé après mes parents il y a 25 ans, en 1997, qui travaillaient dans un système classique avec du maïs en silage et céréales. Après, très vite, en 98, j'ai voulu changer de système, passer dans un système herbagé. Et là, j'ai fait une formation avec la Chambre d'agriculture, à l'époque, qui s'appelait Pâture Plus. L'évolution s'est faite progressivement, d'un système herbagé de plus en plus herbagé. On s'est dit, bah là, on peut
On pourrait intégrer le cahier des charges biologiques. En 2009, Béatrice, qui avait son travail à l'extérieur, elle est venue me rejoindre sur la ferme. Donc on a 46 hectares, on a 44 hectares d'herbe et on met 2 hectares de céréales le printemps pour justement renouveler les prairies. Aujourd'hui on a 35 vaches laitières et 20 génisses qui vont de 0 à 30 mois. Ça fait à peu près un UGB à l'hectare. Donc on n'a jamais voulu grouper par choix. Donc on a les vélages qui sont étalés sur toute l'année. On entendait parler dans des pays qui sont très herbagés comme la Nouvelle-Zélande ou l'Irlande, qui avaient déjà cette pratique-là. Il y a eu un essai à Trévarez au début des années 2000. Moi, tout de suite, ça m'a interpellé parce que du coup, on a un parcellaire assez groupé, mais dès qu'on veut sortir les vaches à l'herbe, on est obligé de prendre des routes. Donc ce sont que des routes communales, mais c'est quand même contraignant. On s'est dit, la monotraite conviendrait très bien pour justement limiter les déplacements sur les routes. La première expérience a été d'1 mois en 2003 pour être dans les clous par rapport au quota laitier à l'époque. On a fait la monotraite pendant de 2003 jusqu'à 2015 sur une période qui allait de 1 mois jusqu'au maximum 8 mois. La période de monotraite se calait toujours avec la période de pâturage. On a fait aussi en même temps la suppression de la traite du dimanche soir. On l'a fait quelques années, mais on l'a arrêté assez vite parce que je trouvais que ça perturbait plus la production laitière que vraiment la monotraite en elle-même. Depuis mars 2019, on est en monotraite toute l'année, donc ça fait maintenant 2 ans. Donc maintenant on est un peu plus à même de chiffrer un peu les impacts techniques et économiques. Le fait de passer en monotraite toute l'année, donc on a baissé en production, on a donc une moyenne par vache qui est passée de 5200 litres à 4000 litres, ce qui fait à peu près un petit 25% de réduction. Mais en compensation, on a quand même un peu plus de matière utile, on a à peu près entre 3 et 4 grammes de plus en matière grasse et entre 2 et 3 en matière protéique. Sachant aussi qu'en niveau rémunération sur la qualité du lait, chez Biolait, donc on a décidé d'amener le gramme de matière grasse à 5 €. Ça permet quand même de valoriser cette différence de matière utile. Pour pouvoir justement financièrement accuser le coût de la baisse de production, comme on n'a pas voulu s'agrandir, donc on produit moins. On est passé de 185 000 litres en 2 traites à 140 000 litres. C'est à peu près la baisse qu'on a eue en production, donc ça nous fait du chiffre d'affaires en moins, mais à partir du moment où on maîtrise les charges et donc via le coût alimentaire, donc le coût alimentaire chez nous il est à peu près, il oscille entre 20 et 50 € des 1000 litres. En gardant un coût alimentaire très bas, autour de 20 € ou 30 €, on peut très bien passer en monotraite en gardant la production laitière qu'on a sans forcément toujours besoin de s'agrandir ou produire plus. Pourquoi la monotraite? C'est parce que du coup on déplace 2 fois moins les animaux, on peut les amener pâturer plus loin et puis on réduit l'astreinte du soir quand même. On organise notre journée un peu différemment. Le fait de faire qu'une traite le matin, ça permet aussi de rattraper beaucoup de choses qui souvent restent en retard sur la ferme. Les clôtures, les réparations diverses sur les bâtiments, sur les matériels. On gagne un peu plus de sérénité et de régularité dans le travail. La monotraite, je trouve que c'est une pratique pertinente qui convient très bien à notre système de production, parce que le système est basé sur le pâturage. Il est herbagé et pâturé. Et du coup, ce qui fait un système très économe. On a mis l'accent aussi sur l'hygiène de traite.
On prend notre temps à faire la traite. On essaye d'être tout le temps à deux, comme ça, s'il y a des soins ou des massages à faire, on est plus à même de prendre le temps avec une vache qui a, par exemple, des problèmes de mamite ou autre. Nous, on a toujours été prudents sur les investissements, on a fait les choses petit à petit. On a investi dans les bâtiments pour moderniser, petit à petit, on n'a pas tout fait d'un coup. Donc on a fait une étable des vaches, parce que celle des parents était arrivée obsolète, donc on a fait une salle de traite, et puis, mais ça s'est étalé sur 5-6 ans. Après on s'est équipé en matériel de fenaison. Pour l'anecdote, j'ai acheté un matériel tous les ans, comme ça on a autofinancé le matériel. Donc on essaye de garder les bâtiments, le matériel en bon état de fonctionnement. On fait vieillir nos prairies, vieillir nos vaches, on fait vieillir le matériel aussi. Et puis donc maintenant, les annuités sont terminées. C'est ce qui permet aussi d'envisager la monotraite toute l'année plus sereinement. Parce que du coup, en baissant la production, on se garde quand même encore un revenu qui nous suffit. Merci Olivier pour ce témoignage. Donc on va passer à la première séance de questions. Donc je vous rappelle que vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche sur la diapo et vous pouvez nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS. J'ai eu un certain nombre de SMS sur des difficultés à entendre la vidéo. Je vous rassure, vous aurez la possibilité de la revoir très prochainement. Elle sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc pour commencer, j'ai une petite question sur le nombre réellement de vaches laitières qui est traite en monotraite actuellement, Olivier. Les gens n'ont pas bien compris que si c'était la taille du cheptel, est-ce qu'il y avait les taris ou pas les taris? Est-ce que vous pouvez repréciser, s'il vous plaît? Du coup, on est sur une moyenne de 30 à 32 vaches traites, et puis donc auxquelles s'ajoutent toujours à peu près 4-5 taris. Donc on est à peu près autour de 35 vaches en tout. D'accord, merci. Une autre question sur est-ce que vous prenez des précautions particulières au moment de la mise en place quand vous commencez la monotraite au niveau de la santé de la mamelle? Vous avez des soins particuliers? On a toujours mis l'accent sur l'hygiène de traite, hein. On est très précautionneux. On lave les vaches donc avec du papier, voilà. Donc c'est notre méthode. Donc on tire les premiers jets et puis du coup comme ça on sait, on peut réagir très vite en cas de mamite. Et puis on voit aussi quand même les vaches qui sont sujettes aussi à cellules assez vite, même si on fait pas de comptage individuel, d'analyse individuelle vache par vache. Pour savoir si on utilise les méthodes du leucocytest avec les plateaux, là, les analyses, et ça donne une indication déjà. D'accord. J'ai une précision. Quelqu'un me demande si vous pouvez donner les horaires de traite. Ça n'a pas changé. Le matin, actuellement, c'est 7h30. C'est un peu plus compliqué, comme on le voit dans la vidéo. Donc on a des routes à prendre. Donc à l'automne, avec le changement d'heure, là on attend le lever du jour pour rentrer les vaches. Donc du coup on décale un peu l'heure de traite. Mais sinon, voilà, on traite le matin. Le matin, pas de bonne heure, mais voilà, vers les 7h, on va dire 7h, 8h.
D'accord, donc je pense que ça va répondre à la question qui m'avait été posée par SMS. Est-ce que sur l'alimentation des veaux, comment vous gérez la monotraite et l'alimentation des veaux? Est-ce que vous êtes sur 2 buvées, une buvée? On est resté sur 2 buvées parce que du coup, on n'a jamais voulu, par choix, de faire de vélage groupé, de vélage de printemps. On a plutôt misé sur une régularité sur notre travail, donc avec des vélages étalés sur l'année, sans en avoir quand même les mois de décembre, janvier. Donc le nombre de génisses qu'on élève n'est pas élevé. On est, on va dire, environ 4-5 qui ont en même temps du lait régulièrement. Donc on est resté en 2 buvées. On utilise donc un récipient de style glaciaire, isotherme. Donc on garde le lait de la traite du matin. Donc comme ça, il reste pour arriver le soir, le lait reste encore tiède. Et on n'a pas de souci de diarrhée ou pour autant. Et puis finalement, la buvée du veau le soir, on peut la décaler. Même si on fait autre chose, si on est de sortie ou autre, on peut très bien la faire à 22 heures et ça les dérange pas trop. Sinon, quelqu'un qui est sur la ferme, nos enfants sont grands, ils peuvent ça les dérange pas de donner. Donc c'est pour ça on est resté encore sur 2 buvées, mais peut-être dans l'avenir, on pourra peut-être changer. Bon, merci pour cette précision. J'ai une petite question pour Isabelle. On me demande s'il y a des études ou des expérimentations ou des suivis sur des éleveurs laitiers fromagers. Il y a assez peu d'études détaillées sur la monotraite. On a une étude faite à l'INRA d'Orcival, à Clermont-Ferrand, qui montrait qu'il n'y avait pas de modification de la qualité organoleptique des produits. Par contre, on a en général un petit peu moins de caséine. Ensuite, sur les personnes qui transforment et qui font de la monotraite, pour certains produits, sont obligés d'écrémer parce que les taux ont fortement augmenté. Voilà un peu les éléments que je peux donner sur ce sujet-là. Merci pour ces précisions, Isabelle. J'ai de nouveau une question pour Olivier. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des données économiques sur l'exploitation? Et dans le même SMS, j'ai une deuxième question. Quelle est l'alimentation des vaches en dehors de la période de pâturage? Concernant l'alimentation des vaches, donc nous, comme on a toute la surface est en herbe, donc l'herbe va du 15. Du coup, la monotraite permet de gérer l'herbe plus facilement. Donc du coup, chez nous, là, ils sortent, mettons, donc toute la journée au 15 février et jusqu'au 15 décembre. Donc sur les périodes charnières, fin d'année, début d'année, donc on utilise de l'enrubanage. Et puis l'hiver, donc ils sont donc les 2 mois d'hiver à l'ensilage d'herbe et au foin. Merci pour ces précisions. Et sur la partie économique, du coup, on a un EBE hors main-d'œuvre de 450 € des 1000 litres. Parce que du coup, on a toujours voulu maîtriser nos charges. Et plutôt, on voulait maîtriser nos charges plutôt que du coup augmenter toujours le volume. Et du coup, que ce soit les charges opérationnelles ou les charges de structure, on essaye de faire en autoconstruction. Et puis, et ça va aussi jusqu'aux charges, tout ce qui est gestion administrative. On essaye de faire tout nous-mêmes. On essaye
On délègue peu de choses finalement. Béatrice et moi, on se complète assez bien là-dessus. Donc finalement, ça fait quand même partie du système. On essaye d'être économe et puis finalement, ça se ressent au niveau du revenu. Merci pour cette clarté. Une question pour Élodie. Est-ce que la monotraite est envisageable avec des troupeaux à 10 000 litres ? J'ai envie de dire oui, à partir du moment où le troupeau est sain en termes de comptage cellulaire. C'est vraiment le point. Nous, sur les vaches que l'on avait à Trévarès, si on reprend la courbe, on était sur des vaches à 7000. Donc on n'était pas sur des vaches, on était sur des vaches moyennes. De toute façon, la perte de lait, elle est observée quel que soit le niveau de production des vaches, donc que ce soit des vaches à 10 000 au départ ou des vaches ayant des productions plus faibles. Le seul point de vigilance vraiment sur l'application de la monotraite reste la santé de la mamelle en point de départ. Ok, merci. Je pense qu'on a peut-être le temps de prendre une autre question. Question peut-être plus pour Isabelle. Quels sont un peu les profils aujourd'hui des éleveurs qui se lancent dans la monotraite ? En général, les éleveurs qui se lancent en monotraite, c'est plutôt dans un petit collectif de travail. Donc des éleveurs en individuel ou en couple, le plus fréquemment. Ensuite, ils sont plus nombreux à être en agriculture biologique avec des systèmes herbagers économes, surtout pour ceux qui pratiquent la monotraite sur toute l'année. Voilà. Après, en termes de profil, on peut avoir des personnes en deuxième partie de carrière qui font ça pour souffler et aussi parce que les engagements bancaires ont bien diminué et que c'est plus facile à envisager du point de vue économique. Et l'autre partie, ce sont des jeunes qui, au contraire, ils pensent dès l'installation. Et eux, ils vont choisir leur ferme parce qu'elle correspond bien à un système qui pourrait être en monotraite. Ok, merci beaucoup Isabelle pour ces précisions. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a encore plein de questions qui arrivent. On les reprendra lors de notre deuxième séquence. Je vais demander à Guylaine Trou, chargée d'études au sein des chambres d'agriculture de Bretagne sur la conduite et la santé, de nous faire un peu une synthèse sur les conditions de mise en œuvre de la monotraite et les points de vigilance. Et puis, ce sera suivi d'un éclairage sur une autre technique qui vise à gérer les horaires de traite, sur les intervalles des horaires de traite, qui sera assuré par Élodie Tranvoise, et nous reviendrons à une séance de questions-réponses. Donc, Guylaine. Oui, bonjour à tous. Pour conclure sur la monotraite et synthétiser les différents points qui ont été évoqués, je vais donc vous résumer les conditions de réussite pour une monotraite réussie. Donc, le premier point, bien sûr, c'est de bien définir ses objectifs, bien définir son projet. C'est de savoir à quelle période de l'année on souhaite se dégager du temps, sur quelle durée, et également quelle est l'augmentation possible des effectifs sur l'exploitation sans faire d'investissement. Donc ceci va être lié au nombre de places en bâtiment disponibles, bien sûr, aux quantités de fourrage disponibles, sachant que cette augmentation d'effectifs doit bien sûr se faire dans le respect des règles environnementales. Elle peut entraîner aussi une réduction de la surface accessible, par exemple pour le pâturage. Donc c'est important de bien faire le point par rapport à ça. Ensuite, dans un second temps, il convient d'évaluer l'impact économique de la monotraite sur l'exploitation.
Elodie l'a montré, la monotraite entraîne une augmentation des taux, donc cela permet une augmentation du prix du lait, mais la baisse de production par vache, si elle n'est pas compensée par les effectifs, entraînera une diminution des livraisons. Cette diminution sera fonction de la durée de la monotraite et également de la situation initiale, puisque bien sûr, la réduction des livraisons sera d'autant plus importante que le niveau de production sera élevé au départ. En fonction des effectifs définis à la première étape, on va pouvoir estimer les livraisons et donc le produit lait. On pourra également prendre en compte l'impact des effectifs sur le produit viande, bien sûr. Ensuite, quels sont les points de vigilance une fois le projet défini? Je crois que Olivier l'a bien montré dans son témoignage. Il est important de partir d'une situation cellulaire qui est saine et de surveiller son évolution. On observe généralement une augmentation des comptages dans le mois qui suit le passage à une traite, sachant que cette augmentation, elle sera d'autant plus importante que la situation est dégradée au départ. Et également, évidemment, on aura une aggravation si on cumule la monotraite avec d'autres facteurs de risque. Donc la monotraite, ce n'est pas une cause de dégradation, mais c'est un facteur aggravant, qui vient se cumuler avec d'autres. Pour les vaches qui sont en début de lactation, il est possible d'avoir des pertes de lait dans les 6 heures qui précèdent la traite unique. Donc, si on se place par rapport à la situation cellulaire ou aux mammites, l'idéal est d'avoir des vaches qui dorment en pâture, puisque s'il y a des pertes de lait, cela veut dire que le sphincter est ouvert, donc potentiellement les germes peuvent entrer dans la mamelle, une litière plus humide qui est aussi plus favorable au développement de pathogènes. Si les vaches sortent au pâturage, le jour seulement, on pourrait dire que l'idéal serait de traire plutôt le soir, mais ce n'est pas forcément la traite en général qu'on souhaite conserver. Un autre point également, en cas de mammites et de traitement antibiotique, c'est de penser à choisir des traitements antibiotiques intramammaires qui vont avoir une durée d'action sur 24 heures et nécessiter une seule injection sur ces 24 heures. Le délai d'attente, en revanche, s'il est raisonné en jours et non pas en nombre de traites, ne sera pas modifié. Ensuite, Olivier l'a également mentionné dans son témoignage, la monotraite doit pouvoir se combiner avec une ration économe. Donc, il conviendra de privilégier l'herbe pâturée autant de fois qu'on le pourra. Pour éviter d'avoir un engraissement excessif des animaux, on pensera également à supprimer le concentré de production, ce qui permettra aussi de réduire le coût alimentaire. Sur le plus long terme, on peut aussi, quand la monotraite s'inscrit durablement dans le système, sélectionner les animaux qui sont les plus adaptés en monotraite. Donc, la monotraite, c'est une technique qui a pu être testée et qui est adaptée à toutes les races. Le choix de la race n'est pas un frein à la mise en place de cette pratique. Mais on peut aussi sélectionner les vaches à l'intérieur d'un troupeau les plus productives en monotraite. Et également les plus saines en termes de cellules ou de mammites. La Nouvelle-Zélande, par exemple, a même mis en place un index sur l'aptitude des vaches à la monotraite. Pour le choix des taureaux, mais également pour les femelles, on peut aussi être très vigilant sur l'index cellule. Donc en résumé et en conclusion, la monotraite est un très bon outil pour gagner en souplesse d'organisation, pour réduire l'astreinte. Ça peut également être un outil pour gérer les livraisons ou, pourquoi pas, gérer la reproduction, puisque la monotraite permet d'écrêter les pics de production défavorables à la reproduction. Bien sûr, on l'a vu, les limites, c'est l'augmentation de l'effectif liée à la baisse de production. Si on souhaite compenser ou réduire la baisse de livraison, c'est le risque de dégradation de l'état sanitaire de la mamelle, donc point sur lequel il faut être vigilant. Et puis, être vigilant aussi sur la reprise d'état en fin de lactation, pour ne pas avoir des animaux qui sont trop en état au moment du vélage. Bon, ça peut, pour des réformes, être au contraire un avantage. Donc en pratique, la monotraite, elle est techniquement possible dans tous les élevages. Pour compléter une réponse qui a été faite à une question envoyée par SMS, j'ai pu suivre des élevages dans les années 2000 qui étaient à des niveaux de production de 9000 kg de lait et qui sont passés à une traite par jour sur toute la lactation. Donc c'est tout à fait possible. Bien sûr, l'impact économique, il est à évaluer en fonction de chaque élevage.
La mise en œuvre, elle peut être immédiate. Dès ce soir, vous pouvez décider de passer en monotraite, pourquoi pas, et c'est pas un poisson d'avril. Et cette technique, elle est réversible du jour au lendemain. Donc, ce qui permet aussi de pouvoir la tester d'abord sur des courtes périodes ou autres, ou en fonction des contraintes. Les vaches, elles s'adaptent très vite. En 2-3 jours, elles n'attendent plus à la barrière. Enfin, vraiment, elles comprennent très vite. Et j'ai envie de dire presque parfois plus vite que l'éleveur lui-même. Donc, ce qui compte en tout cas, quand on décide de mettre en place la monotraite, c'est d'être prêt dans sa tête. Je vous remercie pour votre attention. Merci Guylaine Troupe pour ces précisions et cette synthèse. Il y a des questions aussi que je vous reposerai à notre séance. Nous allons maintenant redonner la parole à Élodie Framboise pour une ouverture sur un essai sur l'aménagement des horaires de traite qui répond à cette problématique de la charge de travail et notamment celle liée à la traite. Donc Élodie, si tu veux bien reprendre. Oui, c'est bon. On va pouvoir continuer. Donc, je vais vous présenter un essai qui a été réalisé de nouveau à la station de Trévarez sur la réduction des intervalles de traite. Diapositive, Christian. Donc, le constat que l'on a fait via une enquête menée par Agrocampus Ouest, c'est que l'intervalle de traite moyen en Bretagne est de 10h23. Et il est très resserré. Il y a très peu d'éleveurs en fait qui osent réduire les intervalles entre la traite du matin et la traite du soir par crainte de santé et de bien-être pour les animaux. Diapositive. Donc à Trévarez, on a voulu tester l'impact d'un intervalle de 6h30 entre la traite du matin et la traite du soir. L'objectif était de faire rentrer les deux traites dans le temps de travail d'un salarié. Donc pour ça, l'essai a été réalisé sur 2 hivers consécutifs pendant 4 mois où on était sur des vaches 100% bâtiment. Donc le lot témoin était trait avec un intervalle de 10 heures et le lot expérimental avec un intervalle de 6h30. Donc on était sur des vaches en début ou en milieu de lactation et sur des animaux produisant un peu plus de 9000 kg de lait par vache et par an. Et donc le régime hivernal était basé d'ensilage de maïs et de concentré. Donc on a observé une baisse de la production laitière uniquement le premier mois, puisqu'on perd 1,3 kg de lait par vache le premier mois. Puis après, les vaches s'adaptent complètement à la pratique et il n'y a plus d'écart de lait le 2e et le 3e mois. Donc, l'intervalle de traite n'avait également pas d'effet selon le stade de lactation. Donc, que ce soit les vaches en début ou en milieu de lactation, elles ont réagi de la même façon. Et donc, on voit bien que au bout d'un mois, les vaches s'adaptent très bien à cette pratique et n'en subissent plus d'effet. En termes de taux, on a observé une perte d'1 point du taux protéique et on n'a pas d'effet sur le TB à l'échelle de la journée. Par contre, il y a des variations de TB entre la traite du matin et la traite du soir. Diapositive, Christian. Merci. Donc, en termes de comportement des animaux, donc on n'avait pas d'effet sur l'ingestion des vaches, ni sur le poids, ni sur les notes d'état corporel. Aucun trouble de santé n'a été enregistré de manière plus importante dans un lot ou dans l'autre. Et au niveau du comportement, les vaches allaient manger après la traite et on n'avait pas d'effet sur leur comportement du changement d'heure de traite. Il n'y a pas non plus d'effet sur le comptage cellulaire, le fait d'avoir rapproché la traite du matin et la traite du soir, puisque du coup on allonge le délai entre la traite du soir et la traite du matin. On n'avait pas plus de comptage cellulaire non plus. Donc on peut constater que l'intervalle de traite n'a pas d'effet sur la santé et le comportement des animaux.
Si l'on regarde d'un point de vue économique, donc pour une exploitation livrant 400 000 litres de lait, en se basant sur un prix payé moyen de 330 € les 1000 litres, avec une valorisation du point de TP de 6,6 € par 1000 litres, le fait de perdre du lait le premier mois entraîne une perte de un peu moins de 500 € de chiffre d'affaires lait. S'ajoute la perte de points de TP qui entraîne une perte de 2600 € environ par an de valorisation en termes de taux. Donc, ce qui fait que notre perte économique de 2600 € en routine, puisqu'une fois que la technique est mise en place, on n'a plus cette perte de lait-là. Mais par contre, ça peut être compensé si c'est le cas d'une exploitation embauchant un salarié par moins d'heures supplémentaires, puisque avec cette technique-là, on passe d'un salarié payé 39 heures à 35 heures par semaine. Et donc, la perte économique compense complètement les économies en termes de salariés. Donc, de traite qui passe en une journée de 8 heures, c'est possible, sans impact sur la conduite, sauf attention pour les veaux, comme je vous l'ai dit, il y a quand même des effets du TB entre la traite du matin et la traite du soir. Donc, l'organisation du travail doit être revue, notamment pour l'alimentation des veaux. La légère perte économique permet quand même un gain de flexibilité, peut être compensé si on a 4 heures supplémentaires de salariés à payer en moins. Et ça peut être des horaires plus attractifs, notamment dans le contexte actuel de fidélisation de la main-d'œuvre salariée. Et c'est des techniques qui sont réversibles et sans investissement, puisque dès que l'on réallonge les durées entre les deux traites, on n'observe pas d'effet à ce moment-là. Et donc, comme il n'y a pas de perte de lait, sauf le premier mois d'application, on n'a pas besoin d'animaux supplémentaires et donc pas besoin d'investissement à l'échelle de l'exploitation. Merci Élodie. On va passer maintenant. Merci. On va passer à cette deuxième séance de questions. Donc, j'ai un certain nombre de questions qui sont arrivées sur le SMS. Hein. Vous avez toujours le numéro de téléphone qui s'affiche. Donc, vous pouvez l'utiliser pour nous envoyer vos questions via un SMS. Une question pour Monsieur Corbel. Où et quand apportez-vous l'enrubanage lors de la mise au pâturage à la mi-février? Est-ce que c'est à la table d'alimentation ou en sortie de traite ou dans la prairie? C'est une question très pratico-pratique. C'est une question qu'on s'est posée aussi durant le passage à monotraite toute l'année, parce que c'est pour allonger la période de pâturage, justement, parce que c'est un peu l'objectif de tout le temps optimiser la durée de pâturage. Et donc on a apporté donc l'enrubanage est apporté le matin après la traite, et puis en tout début de saison ou carrément en fin de saison, on distribue aussi dans le paddock. Donc il y a le côté un peu contraignant parce que le pâturage va pas suffire pour nourrir le troupeau entièrement pour toute la journée. Sinon, l'autre solution, ce serait de les laisser manger suffisamment le matin du fourrage et les sortir assez tard. Donc nous, on a préféré apporter un peu au champ. Donc ça fait amener, donc avec une dérouleuse, ça le fait très bien. En amenant les vaches, on amène un peu de fourrage. Et puis comme ça, de toute manière, dès qu'elles arrivent dans le paddock, elles mangent l'herbe. Et puis après, tout au long de la journée, il y en a quelques-unes qui vont manger l'enrubanage et passer la nuit et manger l'enrubanage. Et finalement, c'est une solution qu'on a adoptée. Merci. J'ai une question pour Élodie. Là aussi, c'est une précision plutôt. Quels étaient les horaires de traite dans l'essai sur Trévarez, sur les intervalles de traite? Alors, on commençait à 7h30 et la traite était à 15h, 15h30. Donc, on voit bien que les horaires, c'est pour
de cette technique-là entraîne une spécialisation au niveau de la traite, si c'est la même personne qui fait la traite du matin et la traite du soir. Parce que finalement, en rapprochant les traites, il y a peu de délai entre les deux traites pour faire autre chose que s'occuper des animaux. Merci Elodie pour cette précision. Deux questions pour Guylaine Trou. Dans un SMS, un auditeur nous dit que les races mixtes, selon lui, seraient moins adaptées à la monnaie de traite. Alors, en fait, il y a eu des essais, notamment à la Blanche Maison, donc, où le troupeau est exclusivement en race normande, où la monotraite a également été pratiquée sur une courte période. Alors après, on peut se poser la question sur les races mixtes et une monotraite qui aurait lieu sur toute la lactation, par exemple, où j'imagine qu'on peut craindre, par exemple, un état d'engraissement excessif. Bon, après, là, bien sûr, il faut adapter l'alimentation. Après, là encore, j'ai pu suivre des éleveurs qui étaient en race normande, par exemple, et qui ont pratiqué ou qui pratiquent la monotraite sur 1 ou 2 mois de l'année, sans que ça génère de problèmes particuliers. Alors après, j'imagine que peut-être l'auditeur fait allusion à ce qui est souvent mis en avant quand on a des races mixtes, à savoir que quand on écrète le pic de production, les vaches ne remontent pas après. Alors c'est des choses qui se disent beaucoup, sans que forcément, en tout cas dans les stations expérimentales, ça soit si net que ça. Merci pour cette précision. Une deuxième question qui vous concerne aussi, c'est est-ce qu'il y a un impact de la monotraite sur la longévité des vaches ? Alors, je peux peut-être commencer à répondre et peut-être que Elodie ou Isabelle pourront compléter au vu de leurs expériences. J'ai envie de dire, tout va dépendre comment on maîtrise l'état d'engraissement, puisque évidemment, si la ration n'est pas correctement adaptée, eh bien, si on a un engraissement excessif et des difficultés au vélage, ça pourra générer des problèmes. Si en termes de situation cellulaire, on n'arrive pas à maîtriser non plus la situation, eh bien, cela pourra entraîner des réformes pour cause de cellules. Mais j'ai envie de dire, voilà, ça dépend comment on maîtrise le reste des paramètres. De mémoire, dans les essais ou dans les suivis de réseau qu'on a pu faire, on n'a pas eu d'impact sur la longévité. Alors peut-être qu'Olivier peut compléter aussi par rapport à son troupeau et à son expérience, et puis les collègues aussi. Donc est-ce que certains veulent apporter des précisions ou des compléments d'information par rapport à ce que vient d'évoquer Guylaine ? Moi, je veux bien. Donc, parmi les éleveurs que je suis qui pratiquent de la monotraite au long cours, ils sont souvent en monotraite toute l'année. Ils ont plutôt des taux de renouvellement plus faibles et une longévité des vaches améliorée, avec un taux de renouvellement qui est de l'ordre de 20% ou en deçà. Merci. Olivier, tu as une oui, vision ? Dans le même sens, oui. C'est vrai que chez nous, le taux de renouvellement est entre 15 et 20%. Les vaches, du coup, comme on a pratiqué la monotraite de façon étalée, progressivement d'année en année, finalement, petit à petit, on a réformé les vaches à problème, hein, soit des vaches qui faisaient des cellules ou des mammites récurrentes. Donc finalement, quand on le fait depuis plusieurs années, au bout du compte, on arrive quand même à sélectionner les animaux et donc au fil des années, on arrive à un troupeau qui vieillit mieux. Mais pour nous, ça a été un travail qui s'est fait dans la durée. Hein, donc maintenant, on gère ça assez bien. Mais au tout départ, je me souviens dans les années début 2000, c'est pas évident, surtout qu'on n'a pas beaucoup de recul sur la pratique. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui le font. On essuie un peu les plottes, donc il faut avoir une force de caractère assez forte pour
pour faire abstraction des que dira-t-on et tout ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter aussi. Ça, je dépasse un peu la question, mais voilà. Oui, mais vous faites bien de préciser que quand on est quelquefois dans des systèmes innovants, il faut accepter aussi le regard quelquefois peu bienveillant des pairs et des autres agriculteurs. Bon, je crois que je vois l'heure qui s'affiche, il est midi, donc on avait dit qu'on s'arrêterait à 7 heures pour ce webinaire. Néanmoins, j'ai une question parce qu'elle m'est revenue 2 fois par SMS. Est-ce qu'il y a des différences de taux de mammites entre la monotraite et 2 traites? Guylaine, je te laisse répondre. Oui, je peux notamment, là encore, faire référence au travail qu'on avait fait dans le suivi d'élevage. En fait, et j'en reviens toujours à là, pardonnez-moi, mais tout dépend de la situation de départ. On a eu des élevages où vraiment, quand la situation au départ est saine, on n'a pas d'élévation particulière, sauf peut-être dans le mois qui suit la monotraite. Quand la situation est déjà limite au départ, ça peut en effet, la monotraite va être un facteur aggravant et on peut avoir une augmentation des mammites. Pour compléter, comme évidemment on vidange moins souvent la mamelle, on va avoir des mammites qui, quand elles sont là, peuvent être plus difficiles à guérir. Donc d'où cette importance en fait de faire vraiment la prévention en amont, de cibler les animaux, d'assainir la situation, si je puis dire, avant de se lancer sur une longue période. Mais on avait vraiment des cas très variables dans les élevages qu'on a suivis, et je pense que ceux qui réussissent, comme Olivier, à perdurer sur le long terme dans cette technique, eh bien, c'est que le post-mamite et le post-cellule est maîtrisé. Merci. Bon, je crois qu'on va en rester là pour ce webinaire. Alors, je sais que je suis en train de faire des frustrés, puisque j'ai plein de questions qui sont restées et sur lesquelles on n'a pas pu apporter de réponse. Alors, nous, on va s'engager collectivement à vous répondre. Il y a des questions d'éleveurs, là, notamment sur comment on fait de la monotraite quand on est dans un système pas trop pâturant et avec des apports de forage complémentaires. Donc on essayera on va répondre à l'ensemble de vos questions. Donc merci à tous d'avoir participé. Je vous rappelle que vous trouverez ce webinaire et l'ensemble du dossier sur notre site des chambres d'agriculture de Bretagne, qu'il existe aussi des formations sur la monotraite, donc vous pouvez en parler avec votre conseiller. Et on aura aussi une semaine de la bio du 4 au 8 octobre 2021, si les conditions sanitaires nous le permettent, et on aura 2 rendez-vous techniques pendant cette semaine sur la monotraite en Bretagne. Donc voilà, merci à tous. Je voudrais remercier toute l'équipe qui m'a aidé à organiser ce webinaire et cette conférence. Alors merci à nos assistantes, à nos collègues du service communication, Sylvie et Roger, ils se reconnaîtront, et à l'ensemble des collaborateurs, et à nos experts qui sont aussi disponibles pour toute intervention, et un remerciement particulier à Isabelle Payet, qui était un peu la cheville ouvrière de ce webinaire, et surtout un grand merci à Olivier d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Eh ben, bonne journée à tous et bon appétit, parce que je crois qu'il est l'heure, et à bientôt.